Bonjour à tous, bienvenue sur Anatole, le média étudiant entièrement dédié à la fonction publique. Pour cette première interview, nous avons l'honneur de recevoir Alexandre Ménard et Colin Baget, tous deux économistes à la Banque de France. L'occasion pour nous de revenir sur leur parcours, leurs expériences au sein de la banque, mais aussi de revenir sur cette institution un peu particulière dans le paysage public français. Alexandre Ménard, tu es diplômé d'HEC et de Sciences Po Paris, tu as rejoint la Banque de France en tant qu'économiste il y a 3 ans, après avoir travaillé au sein du ministère des Armées. Colin Baget, toi aussi diplômé d'HEC après une classe prépa économique, tu es économiste chargé de TD à l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique et du développement économique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. HEC, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire après les études, déjà un intérêt pour le secteur public ou pas du tout? Je comprends. Donc non, pas du tout. Je ne savais pas du tout. Quand j'étais à HEC, je sentais effectivement la pression qu'il pouvait y avoir autour du conseil ou de la finance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui y allaient. Et, dans la même mouvance, finalement, j'avais fait un stage en conseil qui ne m'avait pas du tout plu. Et je me suis dit que le public était un bon endroit parce qu'on se sentait utile au jour le jour dans nos missions quotidiennes, et donc c'est comme ça que finalement j'ai passé le concours de la Banque de France, et parce que aussi les questions et les missions m'intéressaient particulièrement, c'était des questions d'économie et de politique. Mais je pense que sans y avoir réfléchi très précisément depuis toujours, je voulais travailler pour le service public. Je voulais d'une certaine manière servir mon pays, je pense que c'est pour des raisons familiales, etc. Et donc toute ma vie j'ai essayé d'aller plutôt dans cette direction. Au fur et à mesure je me suis rendu compte que ce qui me plaisait davantage c'était l'économie. Donc ça me paraissait logique d'aller vers une institution publique qui travaillait sur l'économie, donc que ce soit le Trésor, une institution internationale ou la Banque de France. Et ensuite il y aura peut-être une question ensuite, les hasards de la vie font qu'on arrive dans une institution plutôt qu'une autre, et ça c'est une belle institution. Justement, la prochaine question, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la Banque de France et pas une autre institution? Je te laisse la parole. Merci. J'ai remarqué que la transition était parfaite. Mais parfait. L'émission, d'abord. L'émission, c'est la Banque de France, on y reviendra, gère beaucoup de choses, mais notamment la politique monétaire. Donc il y a beaucoup de questions qui traitent à l'économie, et c'était une chose qui m'intéressait particulièrement. Et donc je voulais absolument rentrer justement dans un service économique à la Banque de France, alors même que j'avais pas du tout la formation adaptée. Et au-delà de ça, c'est aussi une institution respectable, prestigieuse, avec 200 ans d'histoire. Mais je suis d'accord avec Alexandre. Moi j'ai fait après HEC, j'ai eu un parcours où j'ai fait une classe préparatoire pour l'ENA. Donc j'ai passé un certain nombre de concours de la haute administration publique, enfin de la haute fonction publique. Je crois d'ailleurs qu'on n'aime pas dire haute fonction publique finalement. Donc j'ai passé un certain nombre de concours, et celui que j'ai réussi c'était à la Banque de France, et ça tombe bien parce que c'est une institution dans laquelle la passion que j'avais, l'économie, elle peut se traiter, et avec une incidence très forte sur le quotidien de l'ensemble des agents économiques. Donc je pense qu'on en reparlera ensuite de toutes les missions de la banque, c'était parfait pour moi. Et donc vous êtes tous les deux passés par un concours pour rejoindre la banque. Tout à fait. Est-ce que c'est la seule voie d'accès ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y a 2 voies principales d'accès. Donc le concours, ça ne devrait pas le dire, mais c'est un peu la voie royale, notamment quand on sort d'études, parce que quand on a un salaire assez bon dès le départ, et puis on n'a pas négocié. Non, c'est un gros salaire. Et puis on arrive sur des postes qui correspondent à peu près aux études qu'on a faites préalablement. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes dans ce point de vue-là. La deuxième voie, c'est la voie contractuelle, c'est-à-dire cette fois, on n'attend pas forcément qu'une personne ait toutes les compétences requises. Je dirais que c'est le contraire. On attend cette fois que toutes les personnes aient toutes les compétences requises pour accéder au poste. C'est comme dans le privé, c'est un CDI. Il faut avoir, si on devient économiste, il faut avoir un master en économie, voire une thèse en économie pour devenir économiste. Et si on veut devenir juriste ou faire du droit à la banque, il faut avoir un master en droit spécifiquement. Et c'est seulement l'inverse. Par contre, on peut avoir justement ne pas avoir toutes les compétences quand on vient du concours, et apprendre et être formé dans les missions directement au sein de la banque. Et ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a une évolution, que ce soit dans le secteur public de manière générale et aussi à la Banque de France, d'avoir de plus en plus de contractuels. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément fait des études pour passer des concours, etc., ils peuvent aussi candidater à la Banque de France. Il y a des gens qui sont, comme tu le disais, économistes depuis longtemps, juristes depuis longtemps, ils peuvent aussi passer ces concours. Et que ce soit au service de l'État ou au service de l'Europe avec la Banque centrale par exemple, il y a de moins en moins ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire un plafond de verre pour les gens qui n'ont pas passé ce concours. Dans les grands chefs de la Banque de France, dans les grands chefs des grandes administrations publiques, la plupart des gens sont des personnes qui ont passé des concours, que ce soit le concours de l'ENA, le concours de la Banque de France. Et on pense maintenant que pour les gens qui ont autour de 30 ans aujourd'hui, ce sera beaucoup moins le cas, puisqu'il y a une très grande ouverture quand même partout dans la fonction publique aux personnes qui sont contractuelles.
Très bien. Donc un véritable accélérateur, mais pas nécessaire. En tout cas, de moins en moins. Oui. Et on le voit sur le nombre de personnes qui sont recrutées par concours. Il a été quand même fortement divisé en quelques années. Avant, il y avait 2 concours, un concours voie scientifique et un concours voie générale. Et là, il n'y a plus qu'un concours avec beaucoup moins de places qu'il y en avait par le passé. Et donc, il y a aussi moins de postes ouverts par concours et donc de plus en plus aussi ouverts aux contractuels. D'accord. Alexandre, il est de la promotion qui est arrivé par concours juste avant moi. Vous étiez combien, tu sais ou pas? On était une quarantaine. Ouais, alors que moi, on était 22 déjà. Ah oui, d'accord. Après, peut-être que ton année, vous étiez particulièrement beaucoup. Je crois que non, c'était là. Il y a une transition. En fait, je suis arrivé de la nouvelle année où il y a justement la suppression du concours scientifique. Et donc, ils avaient rassemblé déjà les 2 concours. Ils avaient déjà divisé quasiment par 2 le nombre de personnes prises par concours. Et ils ont encore divisé par 2 l'année après, quoi. Il y a presque l'envie, je pense, de supprimer le concours. Je pense que ce sera pas le cas pour les personnes qui nous écoutent si elles comptent venir à la Banque de France dans les 4-5 prochaines années, voire peut-être même à horizon 10 ans, ce sera pas le cas. Mais il y a quand même un peu philosophiquement cette idée de fluidifier la fonction publique et de moins reposer sur des concours qui ont des carrières linéaires, etc. Très bien. Ça s'inscrit un peu dans la réforme aussi de la fonction publique. Ouais. On reviendra donc sur les concours. Peut-être qu'on peut revenir sur la Banque de France. Quelles sont ses missions? Donc 3 missions sont souvent citées, les 3 S. Est-ce que vous allez pouvoir nous en dire un peu davantage? La Banque de France, dans sa communication, quand elle essaie d'expliquer ses missions, elle insiste, comme tu le disais, sur 3 S. Donc le premier, ce serait la stratégie monétaire, ensuite la stabilité financière et les services à l'économie. Le cœur de mission de la Banque de France, depuis toujours, les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils le savent, s'ils ont fait, je sais pas, un tout petit peu d'économie, c'est la stabilité des prix. Donc c'est la stratégie monétaire. La stabilité des prix, qui a une incidence directe sur la vie des gens, je crois qu'il y a une question là-dessus, plus tard, qui tout simplement préserve la valeur de leur monnaie, préserve la valeur de leur salaire, préserve la valeur de leur épargne, préserve la valeur des dividendes qu'ils peuvent faire percevoir à la retraite, etc. Donc ça, c'est le cœur de métier. Et au fur et à mesure, la Banque de France et les autres banques centrales ont commencé à avoir d'autres missions parce que c'était logique vu le type d'instrument de politique monétaire qu'elles maîtrisaient. Donc la stabilité financière, on s'est rendu compte au XXe siècle, au début du XXIe siècle, que si une entreprise fait faillite, en général ça pose pas de problème, mais si une banque fait faillite, il y a un effet domino qui peut arriver. Donc la stabilité financière, il faut qu'il y ait un régulateur commun qui puisse regarder tout ça, et c'était pertinent que ce soit la Banque centrale. Donc il y a aussi cette seconde mission. Et enfin, en France, je pense que c'est le cas dans plusieurs banques centrales, mais pas partout. Et en France, il y a cette dernière mission à laquelle la Banque de France est très attachée, qui est de soutien de services à l'économie. Et donc là, il y a des missions qui sont très concrètes de la banque, qui va voir à la fois des personnes qui sont en état de surendettement. Le surendettement en France, c'est géré par la Banque de France. Si vous avez eu trop de crédits, que vous n'arrivez pas à les rembourser, c'est la Banque de France que vous devez aller voir. Et la cotation des entreprises. Donc une entreprise, avant d'aller voir sa banque pour obtenir un crédit, elle a une sorte de note qui lui est donnée, une note de crédit, et elle lui est donnée par la Banque de France. Donc la Banque de France, dans les territoires, je n'aime pas du tout cette expression, partout en France, il y a des succursales de la Banque de France dans lesquelles les gens font ce qu'on appelle de la cotation aux entreprises. Donc ils vont voir des entreprises et ils les évaluent un petit peu comme des auditeurs privés, mais la notation. Pour une notation Banque de France. Donc ça, c'est l'ensemble de ces missions, avec comme cœur de mission toujours la stratégie monétaire. D'accord, très bien. Et donc vous avez mentionné déjà l'impact que la Banque de France peut avoir sur le quotidien même des citoyens et des entreprises. C'est un petit peu méconnu. Est-ce que vous pensez que la Banque de France a un poids dans le débat public? Là, il y a un peu 2 questions. Il y a la question sur l'impact sur la vie des gens. Donc il y a 2 impacts très direct, comme je l'ai dit, sur le surendettement. Donc il y a des personnes qui sont en situation de détresse qui vont voir la Banque de France, donc là il y a un impact réel. Il y a l'impact dans la possibilité d'accès au crédit des entreprises. Il y a même un impact indirect qui est qu'à partir de ces missions de stabilité financière, la Banque de France donne un certain nombre d'indications sur les possibilités d'emprunt pour les particuliers. Si par exemple tu as envie d'acheter un appartement, tu as le droit de t'endetter sur 20, 25, 30 ans. Et cette durée, par exemple, c'est la Banque de France qui la décide en fonction de plein de paramètres. Donc ça, il y a ces impacts très directs. Il y a un impact général qui est que l'ensemble de la valeur des actifs des gens, de leur salaire, c'est en partie lié aux décisions de politique monétaire de la Banque centrale. Donc ça, c'est pour l'impact dans la vie des gens. Et ensuite, la seconde question. Alors, là, je dirais que c'est particulier parce que la Banque de France marche un peu sur 2 jambes. D'une part, elle est indépendante du politique. Donc là, on est le 13 juin, il y a des élections qui se profilent, etc. La Banque de France n'intervient pas dans ces élections, elle ne dit rien, etc. Et de la même manière, elle n'est pas, comme elle est indépendante, elle n'est ni contre ni pour le gouvernement, par exemple. Donc dans le débat public, elle ne se prononce pas politiquement, si j'ai envie de dire. En revanche, la Banque de France donne lieu à un certain nombre de séminaires, de publications qui ont pour mission d'éclairer le débat public.
Donc il y a des publications sur le bloc-notes éco de la Banque de France. Par exemple, vous êtes étudiant en économie, je vous encourage à le regarder. Et il y a chaque année la publication un petit peu phare de la Banque de France qui s'appelle la lettre au président de la République, qui paraît souvent en avril ou mai, qui donne, selon la Banque de France, selon les experts de la Banque de France, quelles sont les grandes directions dans lesquelles devrait aller l'économie française et devrait aller l'économie européenne. Donc, si on veut, c'est une forme d'éclairage du débat public, mais il n'y a pas de prise de position directe dans le débat public. Très bien. Et donc pour revenir sur la Banque de France en elle-même, c'est une institution assez large. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment elle est organisée, voilà, nous donner une vue globale de l'institution? Je vais rebondir sur les excellentes explications de mon camarade. Globalement, en fait, les trois grandes directions suivent un petit peu justement les trois grands S. Donc la direction générale des services et de l'économie du réseau, c'est la DGSR, qui s'occupe en fait des services à l'économie. Donc comme le mentionnait Colin, c'est vraiment la question des commissions de surendettement, donc c'est services aux ménages. On a aussi droit au compte, suivi des fichiers incidents de paiement. Je vous recommande de bien payer vos factures, sinon ça arrive chez nous. Et donc ça, c'est vraiment les services aux personnes, avec la cotation des entreprises, la médiation du crédit aussi pour les entreprises, pour les PME et TPE, avoir accès au crédit auprès des banques. Donc ça, c'est la DGSR qui s'en occupe, donc une grosse direction de la banque. Il y a DGSO avec la CPR, qui est donc la DGSO, c'est la Direction Générale de la Stabilité Financière des Opérations, et avec la CPR, donc l'Autorité de Contrôle Macroprudentiel et de Résolution, qui sont en fait en charge de la stabilité financière, à la fois systémique et à la fois en contrôle des banques et assurances. Donc systémique, ça va être toutes les études qui sont réalisées par la DGSO sur le risque systémique du système financier tel qu'il est actuellement. Ça va être aussi la mise en place de la politique monétaire au travers de l'achat d'actions ou de revente de la Banque de France en elle-même. Et le quantitative easing, c'est cette direction qui en a la charge. Peut-être que les gens s'en rendent pas compte, il y a une salle des marchés à la Banque de France. Il y a une salle des marchés, je pense que la plupart des gens le savent pas, dans laquelle il y a des agents de la Banque de France qui tradent comme s'ils étaient des traders dans une grande banque, et pour mettre en œuvre la politique monétaire, puisque la politique monétaire passe en fait énormément par tout simplement des opérations financières. On achète des titres, on rend de la monnaie, etc. C'est ça, des opérations de politique monétaire. Donc il y a une salle des marchés au sein de la Banque de France. Et ça, c'est la DGSO. Et de l'autre côté, donc le pendant, ça va être l'étude du risque, cette fois qui est spécifique à certaines banques ou assurances. Donc ça va être la CPR qui va avoir pour mission l'élaboration de normes, à la fois de contrôle aux côtés des agences européennes, et aussi finalement le contrôle de l'application de ces normes au sein d'un certain nombre de banques et d'assurances. Et donc ça, c'est des missions beaucoup plus spécifiques avec beaucoup de personnes qui travaillent et qui parcourent la France entière pour en fait faire des contrôles sur place et sur pièce des banques françaises et des assurances. Et là, c'est beaucoup de postes du concours. La plupart de ces postes arrivent à la CPR parce qu'en fait, concrètement, c'est pas des métiers qu'on apprend en études. Faire du contrôle bancaire, alors oui, il y a un petit peu de droit financier, il y a un petit peu d'économie, il y a un petit peu de finance, mais c'est la réglementation financière, c'est quelque chose qu'on apprend dans un métier. Et donc on a besoin d'avoir des gens qui ont prouvé par un concours qu'ils savaient réfléchir sur un sujet qu'ils connaissaient pas forcément, etc. Donc la plupart des gens du concours vont faire ce type de mission. On y reviendra d'ailleurs, mais c'est des compétences qui sont très recherché après dans le secteur privé. Donc c'est l'une des meilleures formations si on veut effectivement faire du contrôle. C'est passé par la CPR. La formation, quasiment un an de formation spécifique sur ces missions-là. Et la dernière direction, donc ça c'est celle dans laquelle on se trouve, c'est la direction générale des... On travaille même. On travaille, oui. Des statistiques et des études internationales. Donc là, c'est la participation de la banque à la fois à un réseau international d'institutions, donc le FMI, le G7, le G20, l'OCDE, la BRI, évidemment la BCE. Donc là, on a travaillé à la préparation des interventions du gouverneur ou des administrateurs qui sont désignés durant les groupes de travail de ces grandes institutions. Donc ça, c'est une grosse partie du travail de la DGSEI. Et une autre partie du travail de la DGSEI, c'est de mener tout simplement des études visant à comprendre un petit peu mieux les sous-jacents de l'économie, qu'est-ce qui va impacter notre politique monétaire, avoir une meilleure compréhension des canaux de transmission de notre politique monétaire sur l'économie et vice-versa. Et c'est important qu'il y ait ça parce que, en gros, tous les mois et demi, il y a ce qu'on appelle une réunion des gouverneurs, un conseil des gouverneurs au sein de l'ensemble de la zone euro. Toutes les banques centrales de l'eurosystème se retrouvent tous les mois et demi pour décider quels seront globalement les taux d'intérêt au sein de la zone euro pour la monnaie commune. Et donc, avant de prendre cette décision, chacun des gouverneurs doit avoir énormément d'informations économiques pour prendre sa décision. Et donc là, c'est la DGSEI qui est en charge de lui présenter des éléments sur la macroéconomie européenne, donc c'est-à-dire comment évolue la croissance, comment évolue l'inflation, l'évolution de la stabilité financière, etc. Et donc la DGSEI, son cœur de mission, c'est aussi ça. C'est en fait de faire une sorte de briefing complet de l'économie européenne pour les gouverneurs avant leur conseil. Et au sein même donc de la DGSEI, est-ce que vous êtes dans deux sous-directions séparées? Quelles sont vos missions respectives? On n'a pas les mêmes missions.
Globalement, je suis en charge des prévisions de finances publiques, donc ça consiste en la lecture du projet de loi de finances, programme de stabilité, mais également lecture effectivement des journaux autour de ces questions-là, et de faire tourner ensuite des modèles permettant d'avoir une perspective pour les finances de la soutenabilité, notamment de la dette publique française, ou quelles sont nos perspectives de déficit à horizon 3 ans, notamment pour la banque. Et ces prévisions-là servent ensuite directement de point d'appui sur ce qu'on disait tout à l'heure, quelle est notre situation financière, notamment la situation financière de l'État à moyen terme, avec les nouvelles réformes qui sont organisées par le gouvernement, et ensuite le sous-jacent économique finalement dans lequel Macron se trouve, et qui a un effet sur les recettes et les dépenses de l'État à ce moment-là. Très bien. Et Colin ? Donc, à la DGSCI, je dirais dans notre direction, il y a un peu deux grandes missions. Il y a la mission d'Alexandre qui est de faire de la prévision, donc pour éclairer finalement les décisions qu'on va prendre et pour aussi éclairer un peu le marché, pour que le marché comprenne qu'est-ce que nous on pense qu'il va se passer, et donc peut-être que le marché comprenne est-ce qu'on va baisser ou monter les taux. Et moi j'ai une mission différente qui est de prendre en fait la prévision d'Alexandre, mais aussi de tous les Alexandres de la zone euro, pour ensuite à la direction de la Banque de France, quelles sont l'ensemble des prévisions des autres instituts. Donc en fait on fait une sorte de comparaison des prévisions qui ont été faites dans les autres pays pour avoir une vision plus générale de la zone euro. Alexandre, et en fait il y a un troisième service qui s'occupe de la prévision macro. Alexandre c'est le finance publique et il y en a un autre. Ces deux services, ils font la prévision Banque de France Spécifiquement. Et nous, on a un peu le service qui fait la courroie de transmission entre ce service et ce qui se fait ailleurs dans les autres banques centrales pour avoir la vision zone euro. Parce qu'eux, ils travaillent sur la France. Produire un agrégat. C'est ça. En gros, c'est ça. Au-delà de ça, il y a plein de petites missions ponctuelles en fait à la Banque de France, parce qu'il y a 4 fois par an, il y a cette grande prévision. Donc, qui est l'activité, le cœur de métier, c'est de faire cette prévision, c'est d'expliquer cette prévision, c'est de la comparer aux autres, etc. Et en fait, tout le reste de l'année, on développe des modèles, donc il y a un petit peu, ça demande des compétences d'informatique, de code. On essaie d'expliquer un certain nombre de phénomènes économiques, donc là il y a vraiment de l'analyse éco. Dès qu'il y a des événements un petit peu particuliers, il faut les expliquer, etc., etc. Donc il y a plein de petites missions qui accompagnent cette grande mission qui est une mission de prévision et d'explication. D'accord. Et sans peut-être entrer dans les détails, comment est-ce qu'on réalise une prévision économique ? Sur quelles sources est-ce qu'on se base ? Des sources quantitatives, qualitatives ? Les deux un petit peu. Alors ça dépend. Je vais séparer entre d'un côté la macro et d'un côté finance publique, parce que c'est pas du tout les mêmes. C'est pour ça qu'on a deux services différents qui font les prévisions. Puis sur des informations infra-annuelles qu'on peut avoir. Donc ces informations infra-annuelles proviennent de ce qu'on appelle des comptes trimestriels qui sont publiés chaque trimestre par l'INSEE. Et on va avoir ensuite, à partir de ces analyses quantitatives, on va avoir ensuite plus finalement une analyse qualitative sur la manière dont vont s'orienter progressivement en fonction de certaines de ces variables de cette macro. Typiquement, la consommation des ménages, on pouvait avoir en 2023 l'intuition qu'elle allait fortement baisser en fin d'année, ou que le secteur immobilier allait fortement baisser en deuxième semestre 2023 du fait de la montée des taux qui avait été décidée justement lors des conseils des gouverneurs. Donc ces analyses ensuite qualitatives vont avoir un effet sur les cibles qu'on va attendre en fonction des analyses quantitatives cette fois qu'on peut obtenir à partir des informations qu'on obtient un petit peu partout. Et côté finances publiques, on s'appuie plus finalement sur les documents budgétaires du gouvernement, ainsi que sur certaines fuites qu'on peut avoir dans la presse. On a beaucoup plus d'informations presque dans la presse que ce qui nous est révélé par le gouvernement. Et ces informations-là, on les intègre ensuite tant en milliards d'euros qu'en pourcentage du PIB, et on les intègre dans des modèles qui vont nous donner des trajectoires et vont nous donner en fait une orientation à moyen terme. D'accord. À quoi ressemble une journée type pour un économiste à la Banque de France ? Est-ce que c'est beaucoup de maths au quotidien ? C'est beaucoup de lecture, de veille ? Je dirais un peu les deux. Un peu de maths, pas tant que ça. Beaucoup de programmation, oui. Maths, assez rare. C'est pas des mathématiques difficiles. Hein. En fait, fondamentalement, j'ai rarement l'impression... Alors dans mon travail, peut-être que certaines personnes font un petit peu plus, et dans mon travail, j'ai pas l'impression d'aller au-delà de la terminale. Hein. Globalement, c'est des taux de croissance, c'est des contributions à un taux de croissance. T'as des régressions linéaires. Bon, oui, mais la régression linéaire, fondamentalement, en fait, on l'utilise. Oui. Là, c'est un petit peu... En fait, dans beaucoup de métiers, tu utilises des résultats mathématiques, mais tu fais pas des démonstrations toute la journée. Donc, le niveau que tu peux avoir en fin de deuxième année de prépa, tu le retrouves jamais. J'ai été très surpris la dernière fois quand j'ai dû faire un développement limité pour faire quelque chose. Ça faisait 4 ans, 5 ans que j'en avais pas fait, donc j'ai dû retourner dans mes petites fiches. Mais pour le coup, c'est très rare. Donc, c'est pas des compétences mathématiques très compliquées. Par contre, il faut savoir quand même un petit peu jongler avec les concepts, jongler un peu avec les nombres, avoir une bonne estimation rapidement, faire des règles de 3 assez rapidement. Donc, on travaille avec des chiffres sans que ce soit des mathématiques compliquées. Et par contre, oui, comme tu dis, il y a une partie programmation assez importante. Qui est là importante parce que toute la partie justement mathématique assez factuelle qu'on utilise, on va la mettre en place à travers des codes, des programmes. C'est même des programmes et des codes qu'on n'apprend pas ailleurs.
Donc c'est-à-dire c'est presque spécifique à la Banque de France. Donc là il faut être capable de se jongler avec plusieurs langages de programmation. À la banque je crois que j'ai touché à 7 ou 8 langages de programmation différents depuis que je suis arrivé. Donc c'est pour dire à quel point en fait ça varie, ça change énormément. Donc il faut avoir cette adaptabilité dans sa manière de travailler de tous les jours. Mais après un langage de programmation garde toujours un peu la même logique et c'est pas très compliqué. Il y a énormément de travail de synthèse et de lecture. En finance publique notamment c'est assez vrai. Il faut bien comprendre le fonctionnement institutionnel de la France ou de la zone euro pour pouvoir en fait répondre à des questions qui nous sont demandées et des commandes qui sont demandées par notre hiérarchie. Et donc ça ce sont des compétences qui s'acquièrent soit avec le temps, soit on les a appris durant nos études. Alors pour le coup j'ai fait Sciences Po donc c'était relativement facile, mais ce sont des choses que les économistes qui arrivent de base et qui n'ont pas fait d'études de formation en sciences politiques doivent apprendre sur le tard. Très bien. Et donc une journée type à la Banque de France, ça ressemble à quoi ? En fait, l'année est très rythmée par des missions différentes, donc difficile de répondre de manière générale à quoi ça ressemble une question. Il y a 4 fois dans l'année, pour un service comme le nôtre, une prévision. Et donc pendant la prévision, c'est beaucoup de code, fondamentalement toute la journée. On améliore des codes, on entre de nouvelles informations dans le code et donc on voit comment il réagit. On reporte l'ensemble des résultats, on essaie d'évaluer lesquels sont plausibles, lesquels sont peut-être un peu bizarres et donc peut-être que le modèle est planté. Donc souvent, il y a beaucoup de moments dans l'année où c'est, peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais c'est un peu le même travail qu'un développeur d'une certaine manière, peut-être. Donc il y a beaucoup de moments dans l'année où c'est ça. Il y en a d'autres où c'est beaucoup de lecture toute la journée, donc la lecture de documents d'autres instituts de prévision, par exemple du FMI, de l'OCDE, de la Commission européenne. Et là, c'est un travail où de lecture de documents, de compréhension et de comparaison par rapport à ce qu'on fait. Et après, on a des commandes qui arrivent ad hoc dans la journée, qui se fait avec des deadlines généralement assez serrés. Mais qui en fait reprennent ces deux types de compétences. Oui, qui reprennent ces deux types de compétences. Mais là, je rejoins des tips. On a des commandes qui sont cycliques, dont on connaît à peu près les dates et qu'on sait à quel moment elles vont tomber, et puis des commandes qui vont arriver ad hoc, qui peuvent arriver tout en même temps ou qui peuvent être plus ou moins espacées en fonction en fait de l'actualité du moment. Est-ce que vous pouvez gérer votre charge de travail assez librement en prévision de ces 4 moments forts de l'année ? C'est une question compliquée, j'ai envie de dire non. Pour le coup, peut-être on subit plus en quelque sorte un agenda qui n'est pas forcément le nôtre. Alors c'est surtout vrai pour moi parce que je suis vraiment dans l'exercice de prévision et ce sont des exercices en fait dont l'agenda nous est imposé par la BCE. Donc on a moins de marge de manœuvre. Et ensuite les commandes elles sont en fonction de l'actualité. Alors ensuite en ce moment l'actualité budgétaire elle était assez rythmée. Elle le sera peut-être encore pendant quelques mois. Donc on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les demandes de la hiérarchie. Ça va dépendre en fait beaucoup de l'actualité et des pressions du moment. Et au contraire parfois pour le coup on est vraiment dans du travail de moyen terme, de long terme, donc là tu t'organises vraiment comme tu veux. Moi, par exemple, il y a quelques mois, j'ai publié avec d'autres services de la Banque de France une longue note d'analyse sur la crise énergétique de 2022-2023. Donc ça, c'est un travail qui a pris en fait 6 mois, sur lequel on travaille une semaine dessus, une semaine non, etc. Donc il y a du travail à moyen terme qui s'apparente quasiment, pour le coup, à du travail de chercheur. On est peut-être moins dans un fonctionnement d'entreprise, avec l'entreprise où il y a des dates, on doit avoir un rendu vis-à-vis exactement. Et de temps en temps, on change un peu de casquette et on devient un peu plus une institution publique classique avec des chercheurs en économie, etc.